Un protagoniste vit l'histoire la plus épique en partant du bas de la société. Comme un humble esclave qui est forcé d'affronter ses propres compagnons dans des combats sanglants, compagnons qui sont tellement entraînés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco, étant le seul assez fort pour maintenir l'ordre, est admiré par Cestius qui le considère comme un ami. Jusqu'à ce qu'ils doivent se battre lors de la sélection des plus forts. Rocco étant favori pour son physique et son attitude. Le protagoniste mince et faible subit des critiques, mais son maître Zafar lui fait confiance. Pourquoi? C'est simple, grâce à sa rapidité de réaction dans l'arène. Même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est forcé de le faire, prouvant qu'à 15 ans, c'est un diamant brut. À Rome, il n'y a pas de perdant et le gentil Rocco meurt dans ses bras. Il est ainsi désigné comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Avec d'autres compagnons, on leur promet la liberté après 100 victoires, alors le maître s'occupe de l'entraîner en lui donnant des coups bons et efficaces. Un esprit froid, mais comme il est petit et ne peut pas mettre KO d'un coup, il doit être le plus rapide. Bien que le vieux soit marqué par la vie, ses enseignements restent très sages, malgré les moqueries de certains. Le fait est que Cestius et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où a lieu le couronnement du plus jeune César jusqu'à présent, le grand Néron, avec une multitude de combats de toutes sortes. D'ailleurs, Cestius rencontre un blond qui semble assez sympathique, qui lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Même si le protagoniste avance avec peur face à un rival bestial, même Néron admettra, depuis les gradins, que ce sera un massacre. Le rival étant très lent et massif, Cestius profite de sa rapidité pour le frapper à la tête, l'endormir et savourer un peu de gloire. Du moins jusqu'à ce que l'on voit qu'il manque de perdre la vie pour avoir défendu son rival, qui, comme nous l'avons vu auparavant, devait mourir. Malgré tout, comme l'enfant a attiré l'attention de Néron, ce dernier finit par le sauver. Il l'invite en loge vers et important persan reconnaissant sa force. Et son maître, celui qui l'a tué, il s'en souvient comme d'une vieille légende, ayant affronté le garde royal Dimétrio, dont le fils est aussi son élève. C'est le blond d'avant, Rusca, une bête au combat, brutale comme son père. Il montre le niveau auquel le prota devra faire face. Les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. Mais l'enfant se distrait de ses tâches, ce qui met sa mère en colère et la pousse à faire combattre les deux guerriers à mort. Rusca sait qu'il est bien plus fort que le prota. Il ne le tue pas mais l'assomme avec une clé de bras. De plus, Néron désobéit à sa mère, ce qui apaise la situation. Pour l'instant, même le César reste un moment avec l'esclave Cestius, tandis que Rusca se fait réprimander par son père. Il ne voulait pas qu'il soit gentil, il voulait au moins qu'il casse les jambes de son rival. Cependant, le prota ne s'en sort pas mieux, car il subit longtemps de nombreux abus avec Néron. Vendu à plusieurs propriétaires, il a subi de graves humiliations. Un homme corpulent les conduit, lui et son maître, à Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. Là-bas, il organise un tournoi de combat avec Nasca, qui leur présente sa zone d'entraînement et des compagnons compliqués, dont Endem, un gars antipathique qui se dispute avec tous. Sa façon de s'entraîner et sa force brute montrent clairement sa puissance. Ce style de combat posera problème à Cestius, donc il faut s'entraîner. Le protagoniste de Chismoso rencontre Sabina la nuit, pensant qu'il s'agit d'un voleur, mais c'est en fait la plus belle femme de la ville. Et ce que nous découvrons, c'est l'amour impossible d'Andem, qui, malgré sa force, est un gars sympathique, un vrai fan. Même si la fille le rejette 1000 fois, ou qu'il subit des moqueries, cela ne lui importe pas, même si elle n'est pas totalement mauvaise. Il aide quand il le faut, comme pour cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Sabina emmène l'équipe du protagoniste pour les affronter. Cestius se distingue car il semble le plus petit et faible. Même si ses points sont insuffisants face aux géants, il attire l'attention de la femme qui, avec Andem, ne le montre pas. En fait, on découvre que le type est fan d'elle depuis des années. Et elle lui a seulement promis
que s'il remportait 50 victoires d'affilée, il obtiendrait sa liberté. Il ne lui manque que 2 victoires pour devenir sa main droite, une situation qui ne concerne que 2. Le protagoniste n'est pas intéressé et poursuit son entraînement pour rendre ses coups plus mortels. Même Zafar lui apprend un coup qui peut tuer, sans que le protagoniste soit certain de s'en servir. Sabina le fait venir dans sa chambre et lui propose de l'accompagner à Rome lors de son prochain voyage. Pas comme esclave, mais comme son garde du corps à partir de maintenant, le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste, qui a déjà vécu avec un chef, en l'occurrence Néron, qui cherchant un ami était finalement devenu un abuseur, et dont il a dû s'échapper, décide qu'il obtiendra sa liberté par ses propres poings. Alors il la frappe, il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu auparavant. Elle développe une obsession négative pour le protagoniste et ordonne à Andem, sa marionnette, de l'affronter, lui révélant ainsi le désespoir d'être esclave. La bête est jalouse car Sabina, qu'elle respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant avec un protagoniste qui prend peu à peu l'avantage. Des nerfs d'acier qui lui permettent de s'entraîner et de perfectionner ce coup fatal qu'on lui a appris. Ainsi jusqu'au grand jour où la beauté de la ville assiste au spectacle. En fait, Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière. Et lorsqu'on lui présente un simple enfant comme adversaire, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais tout cela importe peu quand le protagoniste devient sérieux, il attaque vite, tandis qu'Andem contrôle la situation, attendant le bon moment pour riposter. Mais l'enfant continue d'augmenter la vitesse jusqu'à un point où le plus fort de Pompéi reçoit un coup direct au visage qui le met à terre pendant un moment. Même si le public est en délire, Andem subit peu de dégâts et le protagoniste est épuisé. Il est donc temps qu'il reçoive sa punition. Même avec des coups dans des zones aujourd'hui illégales. Cela lui fait perdre l'équilibre. Mais surtout, cela l'oblige à attaquer, ce dont Andem profite pour porter un coup mortel à la nuque qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire à court terme, ne ressentant que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur. C'est alors que commence l'échange de coups, donnant et recevant sans arrêt, pendant un bon moment où tout le monde reconnaît à quel point le garçon de 15 ans est fort et où une partie des gradins se met de son côté. Nazca aussi a eu la même chance que le protagoniste comme esclave, mais a vite choisi et s'est habitué à la belle vie. Cestus incarne la détermination qu'il n'a jamais eue, ce qui touche particulièrement le public. Le protagoniste frappe les côtes d'Andem sans s'en rendre compte, affaiblissant ce dernier qui tente de masquer sa douleur, mais perd désormais en résistance. Pour Cestus, il est plus simple de prévoir ses attaques en équilibrant. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem blesse le protagoniste au front, nuisant à la vision d'un œil. La bête a le temps de récupérer, et le protagoniste épuisé, il ne lui reste que le souvenir de l'attaque qu'il a provoquée. Il joue alors tout sur la dernière rafale, où il est grièvement blessé. Mais ainsi, il obtient l'ouverture voulue. Cette fois-ci, il porte un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem, même avec la motivation d'une Sabina désespérée. La victoire revient à Cestus, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient sparié sur lui. Bien sûr, depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. La voix du protagoniste ne suffit pas, alors Sabina, par bonté, agit envers son fan. Elle calme la foule pendant qu'elle fait ses adieux à Andem pour toujours. Ce qui, pour lui, est la pire des punitions. Alors que le protagoniste se remet de sa bataille, l'attaque à la nuque d'Andem rappelle la sienne. Zafar découvre que la personne qui lui a tout appris a aussi formé Endem, connu comme Démocrite. Un vieux maléfique aimant expérimenter avec divers combattants et techniques, une info précieuse pour Zafar qui le cherchait. Andem est désormais soulagé d'un fardeau et reconnaît la force du protagoniste. Comme le peuple de Pompéi, facilement conquis par son attitude et sa résistance. Pourtant, tous les habitants de Pompéi mourront dans quelques années. Le fait est que le protagoniste doit continuer. Et maintenant, alors qu'il est exploité avec différents travaux pendant un an, il améliore à la fois sa condition physique et ses techniques. Un jour, 2 hommes apparemment ordinaires arrivent à la recherche de guerriers pour les événements du Grand Néron. Le propriétaire force le protagoniste à participer à une sorte d'éliminatoire. Dans ces mini-colisées, où l'espace complique les combats, Cestus n'a pas de difficulté face à ses premiers adversaires. Il les bat presque à coups de gifles, mais devient plus brutal, frappant même des adversaires au sol. Un tempérament qui lui cause des problèmes, et en parlant avec son maître, il s'avère que, malgré son habileté, il n'arrive pas à lui donner de forme à sa technique. Il n'y parviendra que s'il se concentre sur la connexion entre ses coups
et son esprit. Nous voyons Félix, un esclave habile, qui semble avoir trouvé sa façon de profiter des combats. Contrairement au prota qui devient de plus en plus tendu, du moins jusqu'à son combat sous la pluie, ou en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar. Il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens et permettant à ses combos et attaques normales d'avoir la force de mettre KO n'importe quel adversaire. Retrouvant ainsi sa tranquillité et sa bonne entente avec ses amis. Juste à temps pour rencontrer Félix, qui est un gars assez sûr de lui et de sa chance. Il reconnaît que l'attitude du protagoniste est celle d'un guerrier. Il prévoit qu'ils se retrouveront en finale, ce qui se produit. En réalité, chacun connaît la technique de l'autre. Mais on voit Cestius beaucoup plus tendu que Félix, qui prend plaisir au combat, en lançant ce duel pour voir qui passera les éliminatoires et pourra voyager en Sicile pour l'événement principal. Ainsi, Cestius frappe sans arrêt. Cependant, tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui paraît même idiot. Mais Zafar reconnaît que, dans un espace aussi restreint, cela fait que beaucoup des coups que Cestius pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème. Cela devient une punition pour le protagoniste, qui tombe plusieurs fois à cause de ses larges coups. Et à la fin, l'une de ses chevilles se blesse à nouveau, Félix se vante de sa chance, et maintenant, avec le combat en main, il décide d'attaquer beaucoup plus. Cestius, bien qu'assailli, remarquait que son adversaire dévoilait sa poitrine à chaque attaque ouverte. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Et même s'il remonte le moral de tout le public et des parieurs. La technique n'a pas été aussi efficace parce que la cheville du protagoniste lui fait perdre de la stabilité au sol et, par conséquent, de la force. Donc le combat continue. Et maintenant que les deux sont à leur apogée, le combat devient assez équilibré, au point que cela se transforme en un duel d'endurance. Qui tiendra jusqu'au dernier coup? Même si Cestius est en désavantage, car Félix maîtrise l'espace et l'acculant facilement, il manque de s'évanouir à plusieurs reprises sous les coups. Avec peu d'espace pour frapper, ses efforts paraissaient vains, mais à force d'insistance, Félix s'affaiblit. Grâce à la résistance du garçon de 15 ans, le combat dura bien plus longtemps. Maintenant, c'est la cheville de Cestius qui le met sur le point de tomber et l'empêche presque de se tenir debout. Il décide donc de tout risquer dans une dernière attaque pour laquelle il a maintenant trouvé les failles dans la défense de son adversaire. Il utilise la dernière leçon de son maître, contrôler la respiration de Félix. Il en profite pour lui couper le souffle et le frapper au menton, l'étourdissant. Perdre le contrôle du combat ne suffit évidemment pas à le vaincre. Alors le prota utilise la technique en se plaçant dans le dos de l'ennemi avec un point au niveau des reins. Même dans Mortal Kombat, cela serait illégal en boxe. Même si Félix veut se relever, il reste cloué au sol par la douleur. Donnant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titans. Bien qu'ils aient tous deux uriné du sang toute la nuit, ils se respectent comme guerrier le lendemain. Et pendant que Félix part chercher du travail dans une autre ville, Prota se rend en bateau au village de Sicile, où aura lieu le grand événement. Zafar commence alors à les guider avec sa technique la plus mortelle, celle qui a même arraché l'œil de Démétrio. Pourtant, sur place, ils sont les moins soutenus car esclaves, alors que les autres sont des dieux de toutes les cultures, doté de compétences variées. Finalement, le protagoniste rencontre Roxane et Ruska. Cela signifie que ce seront de vrais combats pour lesquels il n'a pas la force mentale requise. Ils ignorent tout ce que le protagoniste a appris et amélioré, y compris des techniques qu'il n'oserait même pas utiliser. Bien que sa marque d'esclave soit une humiliation pour tous, il prouvera avec ses points ce que nul autre ne pourrait faire. Et cela, d'anciens compagnons comme Endem, qu'il finit par retrouver sur place, le savent mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi combattre dans le plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. La première saison de cet anime divertissant, intense et motivant se termine ainsi. Je le recommande à ceux qui souhaitent le découvrir. Il n'y a pas encore de suite, mais espérons qu'elle viendra. J'espère que ce résumé vous a plu. L'histoire nous plonge dans un village isolé du Japon, où ces brutes frappent, depuis quelque temps déjà, le protagoniste de l'aventure, appelé Jin. Un jour, excédé, il laisse éclater sa colère et montre son talent en combat, frappant au point de perdre le contrôle. C'est pourquoi sa mère intervient non seulement pour empêcher que la bagarre continue, mais aussi pour le réprimander ensuite à la maison. Puisqu'il s'avère que c'est elle qui lui a tout appris sur les combats et le style Kazama,
qui accompagne sa famille depuis des générations. Donc, comme sa mère lui a tout appris sur les combats et le style Kazama. Elle sait que cela ne doit pas servir d'arme, surtout contre des innocents. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle attend beaucoup de son fils et refuse qu'il devienne un agresseur comme tant d'autres qu'elle a connus. Elle a donc choisi de l'emmener dans un lieu plus calme pour l'entraîner dès le début, physiquement et mentalement. Leur relation mère-fils reste excellente. Quand Jin demande où est son père, elle l'ignore, ce qui éveille sa curiosité malgré sa bonne qualité de vie. Ces questions trouvent enfin des réponses. Cette nuit-là, lorsqu'une sorte de démon apparaît chez lui, sa mère, cherchant à le protéger, l'enferme pendant qu'elle s'occupe du danger. Le problème, c'est que la bête est très puissante. Sa mère, pourtant agile et cherchant toujours la faille, ne parvient pas à la faire réagir. Après avoir entendu sa mère se faire maltraiter, Jin sort seul et se fait aussi tabasser. Alors sa mère, dans une situation désespérée, décide d'attirer le démon vers leur maison, qui est en train de brûler. En utilisant des bonbonnes de gaz, elle tente de se sacrifier, mais seul un décès survient, le démon s'échappant à la fin. Ainsi, Jin, au milieu de ses flammes et avec la douleur d'avoir perdu sa mère, jure de mettre fin à la vie de l'assassin qui lui a enlevé ce qu'il avait de plus précieux dans sa famille et qui, dans ses derniers jumeaux, lui a dit de chercher Heihachi Mishima, son grand-père. Même si ce sera très difficile, car cet homme est un millionnaire de mauvaise humeur et pour d'autres raisons. Dès que Jin arrive dans sa chambre, il tombe sur une personne très conservatrice qui ne reconnaît sa famille que par la façon dont ils se battent. Et là, Jin est si faible que Heihachi le méprise et tente de le chasser. Heureusement, Jin raconte comment sa mère est morte du démon vert, ce qui intrigue son grand-père, déjà familier avec cette bête. Alors il lui propose de l'entraîner pour qu'il apprenne le style Mishima, jusqu'à ce qu'il puisse vaincre ce que nous connaîtrons désormais comme l'ogre. Sous un entraînement intense qui lui fera découvrir le véritable art du combat, il se donne à fond chaque jour. Son grand-père, très strict, modifie tout ce que sa mère lui a appris, écartant la maîtrise de la colère pour s'en servir comme arme contre son rival. N'ayant pas pu défendre sa mère en tant que Kazama, il pourra au moins la venger comme Mishima. Commencent alors de longs jours d'entraînement intensif où il devient plus réservé et méfiant. Il obéit seulement à son grand-père qui souhaite qu'il devienne guerrier en renforçant son corps pour utiliser chaque partie comme arme. Après avoir constaté une amélioration, Heihachi l'emmène à un dîner d'affaires où le chef des Mishima recevra ce talisman, d'une certaine manière lié à Ogre. La personne responsable pose des conditions que Heihachi voit comme une trahison, forçant son petit-fils à l'éliminer. Quelque chose qui le fait encore douter, compte tenu de ce que sa mère lui a appris. S'il exécute l'ordre, son grand-père lui affirme que les doutes et le pacifisme des Kazama ont causé la mort de sa mère. Et s'il veut un jour la venger, il doit éliminer tout cela pour laisser émerger en lui le feu des Mishima, le même qui a pris sa mère, et devenir un vrai membre de la famille. Cela pousse Jin à s'entraîner intensivement, son grand-père lui transmettant tout son savoir. Son style de combat en est bouleversé. Avec une personnalité plus puissante et une nette amélioration, il reste tout de même gentil. En fait, il se lie d'amitié avec un combattant nommé Oran et une camarade de classe, Link, passionné de combat malgré sa petite taille. Finalement, ce changement se remarque et brise totalement la bulle où sa mère l'a maintenu si longtemps. Vient alors le moment de prouver sa valeur face à son grand-père, qui lui avait dit que finir sa préparation passait par sa victoire sur lui. Le gars monte sur le ring et commence un combat équilibré. Mais au début, le grand-père prend l'avantage. Pourtant, cette confiance et arrogance maintient le protagoniste calme. Et à certains moments, Heihachi fait de faux pas, ce qui permet au protagoniste de lui porter quelques coups qui le font finalement reculer. Ces coups lui permettent de sortir pour la première fois en vainqueur, ce qui rend son grand-père heureux et qui en profite pour relancer le tournoi Tekken. Une compétition qui rassemble de grands combattants du monde entier afin de prouver qui est le véritable numéro 1. Cela sert aussi à attirer l'attention d'Ogre, qui remarque que les victimes de cette bête sont toujours de grands combattants, dont sa mère et peut-être son père, qu'il ne connaît pas. Il sait juste avoir été un des meilleurs combattants avec son grand-père. C'est pourquoi il se rend à la compétition dont la première étape est le Pérou, où le protagoniste arrive avec Joran, rencontrant ainsi d'autres grands guerriers comme Phoenix. Un vétéran ayant affronté Heihachi et le père de Jin, il rencontre aussi cette fille appelée Nina, qui semble avoir une grande rancune envers la famille Mishima,
donc il a déjà quelques objectifs pour chercher des informations. Malgré tout, cette nuit-là, Heihachi se charge d'accueillir le tournoi qui sera présenté au monde entier, pour voir lequel de ses guerriers deviendra le nouveau champion. Tout cela pendant qu'ils profitent du dîner et partagent un moment ensemble. Le protagoniste décide donc de demander à Nina ce qu'elle sait sur Kazuma, mais elle ne lui dit rien et se contente de lui conseiller de ne pas se mêler de ses affaires. Grâce à Phoenix, il apprend la vérité, car celui-ci finit par tout avouer. Lors du dernier tournoi Tekken, des affrontements de haut niveau ont opposé Heihachi à son fils Kazuma, sans aucun enregistrement vidéo. Heureusement, Phoenix était sur les lieux et il s'est rendu compte des niveaux de puissance présents dans ce combat. Kazuma était une bête incontrôlable, poussée à tuer comme si une force l'y contraignait. Lors de cette première rencontre, le père de Jin gagne et jette le grand-père du haut d'une falaise, sans remords. Miraculeusement, il survit et revient pour une revanche, mais Heihachi l'emporte et révèle alors sa haine envers son fils. Cela fait donc du vieil homme le principal suspect de la disparition de Kazuma. Jin, incapable de supporter le suspense, interroge directement son grand-père qui lui confirme avoir tué son propre fils. Selon lui, c'est parce que son fils était pourri de l'intérieur. Il révèle au protagoniste que Kazuma possédait un gène maléfique, une malformation qui, sous l'effet de la colère, le transformait physiquement en bête et le rendait très agressif, avec un fort désir de tuer. Donc, selon le grand-père, il n'a pas eu d'autre choix que de l'éliminer, lui avouant que ce gène est justement celui qui attire l'ogre en quête de pouvoir. Donc Jin l'a probablement aussi, et c'est la raison pour laquelle, ce jour-là, lorsqu'il s'est battu contre les brutes, il a fini par servir d'appât. Il s'en veut pour ce qui est arrivé à sa mère, mais son grand-père lui conseille de transformer ce sacrifice en vengeance. Nous constatons ainsi que Heihachi n'a pas de bonnes intentions, voulant juste que son petit-fils perde le contrôle comme son fils, juste pour attirer l'attention de l'ogre. Mais la personnalité du vieux n'étonne personne, la plupart des participants du tournoi le détestent déjà pour diverses raisons. Le premier adversaire du protagoniste déteste profondément les Mishima. Le premier combat devient une odyssée pour Jin, qui encaisse trop de coups et fait sa première erreur. Emporté par la rage de son adversaire, il la ressent aussi. Et s'il rééquilibrait le combat? Alors qu'il prend plaisir à voir souffrir son adversaire, il gagne mais se brise une jambe. Il le regrettera en voyant que son adversaire ne pourra sans doute pas se battre de sitôt. De plus, il éprouve beaucoup de colère envers le vieil homme, responsable de la mort de ses enfants. Le protagoniste ne peut pas changer ces choses, mais elle suscite un débat intérieur sur ses actions. Se souvenant des paroles de sa mère, il choisit de maîtriser sa colère lors des prochains combats. Pendant ce temps, son ami Lin, aussi en lice, révèle son potentiel en battant Nina, l'une des favorites. Nous assistons à d'autres combats, le plus remarquable étant celui de King, combattant expérimenté qui grimpe dans le classement. Vient ensuite le combat de Jin contre Horan, son ami qui a aussi progressé. On saura alors qui ira en finale. Dans un combat plus favorable pour Jin, qui, bien qu'exigeant, lui permet d'utiliser des techniques héritées de sa mère et de son grand-père, et avec lesquelles, finalement, et sans trop de difficultés, il finit par battre Horan, sans laisser la colère ni le gêne apparaître, ce qui remplit son grand-père de rage. Le protagoniste atteint la finale, tandis que Lin affronte le célèbre King et ne s'en sort pas mal. Elle a plusieurs occasions d'attaquer, mais sa grande force la met finalement hors de combat. Jaguar affrontera Phoenix pour déterminer le finaliste. Jin observe attentivement leur style de combat. C'est là que Heihachi avoue à son petit-fils que le King qui se bat en ce moment n'est pas le vrai, mais son disciple, car la véritable légende est morte des mains d'ogre. Alors maintenant, ils ont quelque chose en commun. En fait, le type Jaguar finit par gagner le combat, arrivant ainsi en finale contre Jin, où ils ont un moment pour se reposer. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car une éliminée du tournoi tente d'attaquer Heihachi. Le protagoniste intervient et découvre que le talisman du vieil homme appartenait à sa mère, qui le protégeait. En plus, autre secret du vieil homme, il découvre que son grand-père a libéré l'ogre en premier. C'est donc pour cette raison même qu'il avait besoin du talisman, afin de pouvoir l'étudier et découvrir son lien avec le gène maléfique, sans considérer les conséquences sur les vies perdues, dont celle de la mère de Jin. Le protagoniste choisit d'abandonner son idée pour se consacrer à combattre comme un vrai guerrier. Grâce au soutien de ses amis et proches, arrive le jour du grand combat avec 2 guerriers d'élite. En donnant tout, 2 défenses et offensives différentes,
mais tous deux motivés à gagner. Même si Kim déstabilise souvent Jin, ce dernier revient toujours. Il se bat en gardant les souvenirs de sa mère, alors chaque chute le pousse à se relever et frapper plus fort. Après un moment, il remporte une victoire nette contre le jaguar, ce qui ne satisfait pas son grand-père. Constatant l'inactivité du gène maléfique, il enfreint les règles et organise un ultime combat contre Jin, malgré le fort déséquilibre dû à l'état du protagoniste. Son grand-père commence donc par gagner et humilier. Le fait que son petit-fils utilise encore les techniques de sa mère commence à mettre Jin dans une rage folle, ce qui ne lui convient pas du tout. Grâce à son self-control et aux techniques apprises de sa mère, il vainc son grand-père, ignorant qu'une part du gène maléfique s'est échappée et attire l'attention de l'ogre. Le rival tant attendu surgit, et à sa vue, le gène maléfique qu'il voulait fuir s'active. Il perd le contrôle. Le protagoniste engage un combat fou, sans technique, cherchant juste à s'entretuer. Le grand-père, ravi, empêche toute intervention. Il ne s'attendait pas à ce que le protagoniste garde vivant les enseignements des Mishima et ce qu'il a vu avec sa mère. Ainsi, il garde la raison et le vainc lors d'une séquence épique. Mais ce n'est pas fini, car l'ogre a une seconde phase où il se révèle être un vrai démon. C'est alors que ses amis interviennent, car ils ne peuvent pas le laisser mourir. Ainsi, avec le soutien de tous, il se relève à nouveau, cette fois pour mettre fin au combat. En puisant dans ses dernières forces, ses attaques gagnent en précision et puissance, éliminant son adversaire. Il allait entrer dans l'état possédé de son père, mais alors qu'il pensait que tout irait bien. Le grand-père réapparaît en disant que son petit-fils est déjà une bête et qu'il doit s'en occuper lui-même, lui tirant dessus en traître et le laissant mourant. Pendant ces derniers instants, il doit prendre une grande décision, se livrer au gène maléfique ou simplement mourir. Même en pensant à ce que sa mère aurait voulu, avec quelques illusions, il succombe à la haine et revient à la vie sous une apparence démoniaque, sans personnalité. Dans le seul but d'en finir avec son grand-père, il le bat violemment. Mais avant de le tuer, il s'arrête, s'enfuit et abandonne son humanité. La fin est forcée, mais voilà, la série est assez ordinaire, au rythme trop précipité et sans profondeur. Si vous avez aimé, profitez des détails que j'omets. Pour moi, c'est tout. Rendez-vous au prochain résumé. Comme l'a dit mon père, j'abandonne.